3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6e homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui c'est un Airball Project que je vous propose. L'objectif est de prendre ma boule de cristal et d'en sortir les prédictions les plus argumentées possibles. Et du coup, avant de passer à votre traditionnelle rubrique en fin de vidéo, on va s'intéresser aux principaux prospects tricolores. La question encore une fois est simple, quelles vont être les 6 prochaines stars françaises en NBA? Il ne s'agira pas de parler de Eli Okobo ou de Franck Ntilikina, qui eux sont déjà dans la grande ligue, mais vraiment des 6 Français qui ne sont pas encore en NBA et qui ont une chance de tout péter. Et on commence bien sûr par le numéro 6. Ben ouais, tu vas pas commencer par le numéro 1. Carlton Dimanche. Né en mars 2000, il mesure 1m94 et peut jouer sur les postes 1 et 2. Repéré par Kevin Séraphin en Guyane, il évolue maintenant à Cholet, où il a tout raflé avec les cadets, puis avec les espoirs. Cet été, il a beaucoup fait parler de lui à l'Euro 18. En quart de finale, le gars a frôlé le triple-double en réalisant 9 interceptions. Ouais, à une seule interception du record détenu par Kirilenko et Gallinari. Et depuis, c'est l'explosion en espoir à Cholet. Sur ce début de saison, Carlton Dimanche tourne à 17,1 points, 9,1 rebonds, 6,3 passes et 3 interceptions. Il se présente comme le grand favori pour le trophée de MVP. Il a même joué quelques minutes avec les pros dernièrement. Ça a l'air sacrément complet ça. C'est quoi son style de jeu? Avec Carlton Dimanche, on a un arrière extrêmement puissant. C'est un meneur de grande taille, qui prend des rebonds et qui a de grosses facilités en pénétration. Mais le plus hallucinant, c'est sa défense. Dimanche, il est capable de complètement éteindre le porteur de balle adverse. Ah ok, le gars qui te fait complètement péter un plomb en presse quand tu remontes le ballon. C'est ça, il a tout le bagage, de longs bras, d'excellents réflexes, mais c'est pas tout. Il assure à la finition. Il a un bon flotteur, il voit bien le jeu grâce à sa grande taille, et ça en fait un joueur capable de peser dans toutes les colonnes statistiques. Oh, ça a l'air sacrément prometteur ça. Mais il a quand même bien des points à travailler. Bien sûr, à commencer par le shoot. Sa mécanique n'est pas très académique. Il le sait, il refuse même des positions ouvertes. Et du coup, il faut qu'il travaille son dribble aussi. Son handling est largement perfectible. Et ça lui donnerait bien plus de possibilités dans sa palette. Ah ouais, je vois. Surtout du travail sur les fondamentaux. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui en NBA? Pour l'instant, Jonathan Givony, qui est une référence dans le scouting, l'annonce en fin de premier tour pour la QV 2020. Et il paraît déjà capable de tenir la route d'un point de vue physique au plus haut niveau. Mais pour l'instant quand même, il y a pas mal de questions sur son apport offensif face à des mecs plus costauds. En fait, tout va dépendre de comment il progresse dans son shoot et dans ses skills. C'est clairement ses deux plus gros chantiers. Mais bon, dans le pire des cas, il y a pas mal d'équipes qui l'apprécieront au moins pour son rôle de bulldog en défense. Et ça en fera quoi qu'il arrive un bon meneur de rotation en NBA. Mais il y a encore du lourd qui nous attend. On passe désormais au numéro 5, Jalen Horn. Né en 1999, c'est un ailier de 2,03 m. Après l'INSEP, il est directement parti en high school pour s'imprégner du jeu US. Du coup, c'est vrai qu'on voit un peu moins d'images. Mais alors, qu'est-ce qui te fait dire qu'il va être bon? Parce que je me rappelle de ses championnats d'Europe U17. 41 points lors du match d'ouverture et des moyennes de 22,4 points, 5,7 rebonds et 3,1 passes sur le tournoi. Et après en high school, il a été élu parmi les 30 meilleurs lycéens du pays. Là, il a décidé de rester dans la région en s'engageant avec Wake Forest cette année. Il va faire ses débuts la semaine prochaine avec Danny Manning au coaching et les attentes sont très hautes pour lui. On attend de lui qu'il devienne l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la fac. Il y a quand même Tim Duncan, Chris Paul, Bugsy Boggs et Jeff Teague qui sont passés par là. Ouais, et je dis ça en connaissance de cause. Horde, il sait tout faire sur un terrain. Il a un tir de loin correct et même s'il est irrégulier dans son adresse, il peut créer son shoot en sortie de dribble ou encore aller marquer près du cercle. Et puis il peut limite jouer à tous les postes et défendre partout. Ça lui est même arrivé d'être positionné en pivot au lycée. Un autre de ses points forts qui va bien aller avec le jeu NBA, c'est son jeu en transition. Il court vite, il est capable de dribbler, de faire des coast to coast et surtout de très bien finir grâce à une très bonne gestion des Eurostep et des spin moves. Ce qui est rassurant en plus, c'est que ses deux parents ont très bien connu le basket de haut niveau. C'est son père qui, par ses connaissances, n'a pas du tout hésité avant de l'envoyer aux États-Unis. Et à Wake Forest, maintenant, tout semble fait pour son développement. Il est un peu la pépite de la région et Danny Manning lui a déjà montré qu'il comptait vraiment sur lui. Ah ouais, c'est toujours cool de se sentir à la maison. C'est sûr, mais attention, il va falloir qu'il se muscle et surtout au niveau des jambes. Il est encore fin et il pourrait souffrir dès qu'il rencontrera des joueurs plus lourds. Surtout s'il est décalé au poste 4. Mais en fait, c'est sur son attitude qu'on se pose le plus de questions. On a l'impression qu'il lui manque un peu ce killer instinct. Parfois, il semble manquer de concentration et il peut perdre un peu les pédales après une mauvaise action. Ça peut impliquer pas mal de balles perdues. Ah ouais, je vois, c'est dommage ça. Et ça va donner quoi selon toi? Il est annoncé à la 25e place de la prochaine draft par Givony. Ça me semble un peu bas, mais sa saison avec Wake Forest va être décisive. Danny Manning veut axer son jeu sur la défense et ce sera une bonne expérience pour gagner un peu en dureté et se renforcer mentalement. Pour moi, après cette saison universitaire, il pourra avoir un vrai rôle de two-way player en étant actif des deux côtés du terrain. Et s'il développe son shoot, il peut coller exactement au profil de Sui
JND qui est tant recherché en ce moment en NBA. S'il arrive à passer ce cap en NCAA, je suis persuadé qu'il peut se révéler comme un titulaire solide au poste 3 en NBA. I have a pretty good jump shot, but still needs improvement. Leur numéro 4 place maintenant un joueur qui a déjà beaucoup fait parler de lui en la personne de Killian Hayes. Né en juillet 2001, c'est un gaucher d'1m95 qui peut occuper les postes 1 et 2. Fils de Deron Hayes, qui est une légende à Cholet, Killian a préféré rester dans les Mauges plutôt que d'aller à l'INSEP. Et ça a bien marché pour lui. Il a déjà plusieurs médailles en équipe de France jeune et à peu près tout gagné en espoir avec Cholet. Individuellement, il a été MVP de l'Euro U16, MVP du championnat de France Espoir et élu dans le meilleur 5 du mondial U17. Wow, il a déjà de quoi remplir une salle des trophées. Pas loin, et il compte bien continuer. Il a fait ses débuts chez les pros la saison dernière et désormais il joue 20 minutes par match en JP Elite. Il n'a pas encore confirmé tout ce qu'on attendait de lui en tournant pour l'instant à 6,1 points, à 38,5% au tir, 1,4 rebonds et 2,7 passes décisives. Mais il a quand même fait 2 perfs à 12 points très rassurantes pour un joueur de 17 ans. En fait, Hayes c'est une flèche sur le terrain, toujours premier en contre-attaque, impossible à rattraper. Et en plus de ça, il est inépuisable. C'est aussi un excellent joueur de 1 contre 1 avec une très bonne main gauche, un gros cross et une jolie faculté à prendre des pull-up jumpers. C'est un compétiteur qui se lasse pas de pénétrer et qui provoque beaucoup de fautes. En plus, il progresse sur son tir extérieur, même si la réussite est pour l'instant pas trop là en JP. Après, ce qui est très intéressant, c'est son potentiel défensif. Il peut être utilisé face au poste 1, au poste 2 et au poste 3. Il a un bon physique, assez long, beaucoup d'anticipation et une excellente rapidité latérale. Mais ce qu'on peut lui reprocher, c'est son manque de concentration par moment. Il peut donner l'impression d'être un peu nonchalant en défense. Balle en main, il a des qualités à la passe et est capable de libérer des espaces. Mais parfois, il s'enferme un peu, précipite ses décisions et est capable de perdre beaucoup de ballons. Ouais, mais en espoir, il dominait tellement qu'on peut les comprendre, ces pertes de concentration. Y a autre chose? Ouais, car un point qui inquiète en ce début de saison, c'est son incapacité à dominer en 1 contre 1 face à des joueurs plus physiques. Et pourtant, c'était sa force en espoir. On le voit un peu en difficulté en JP Elite. Et c'était aussi le cas lors de la finale du mondial U17 face aux Américains. Mais bon, rien de trop grave visiblement. Ça l'empêche quand même pas d'être prévu dans les loteries pick en 2020. C'est quoi un loterie pick? Un joueur choisi dans les 14 premiers choix de la draft parmi les équipes qui font pas les playoffs. Et qui donc participe à la loterie pour tenter d'obtenir le first pick. Ok, je crois que j'ai compris. Pour l'instant, Hayes il est annoncé au 13e choix en 2020 par Givoni. Et ça veut dire qu'il y a des scouts qui ont confiance. À mon avis, la valeur de sa carrière NBA dépendra de sa capacité à s'adapter au jeu face à des monstres physiques. Si je me fais pas de soucis pour lui en défense, je me dis qu'une bonne progression au shoot lui ferait du bien. Parce qu'avec son handling, même s'il compte beaucoup sur sa main gauche, il est carrément capable de se créer des bonnes positions. Il ne lui manque que la régularité. Quoi qu'il arrive, il pourra au moins jouer un rôle de dynamiteur en NBA. Un mec précieux qui en sortie de banc pourra scorer beaucoup en peu de temps. Et franchement, au vu de sa palette offensive, ça fait déjà saliver. Et nous arrivons maintenant au podium de ce Airball Project. Et en numéro 3, nous allons parler de Malcolm Casalan. Le fils de Laurent qui était dans la Slam Nation? Yep, c'est lui. Et Malcolm, il est peut-être encore plus athlétique que le padré. Mais en août 2001, il est gaucher lui aussi. Il est du haut de son 1m97, il peut jouer sur les postes 2 et 3. Espoir les années précédentes à Lasvel, il vient de signer son premier contrat pro à Bourg. Et c'est surtout cet été, au mondial U17, qu'on a beaucoup parlé de lui. Meilleur scoreur de l'équipe de France avec un carton à 30 points en quart de finale. Il a terminé le tournoi à 16,4 points, 4,4 rebonds, 2,1 passes et 3 interceptions. En fait, comme je disais, le gars est super puissant et court très vite en contre-attaque. Ça lui permet d'exceller en transition et de finir de manière explosive. Et ses qualités athlétiques lui donnent aussi l'occasion d'être un très bon défenseur sur plusieurs postes. Et en plus, il prend des rebonds. Et ça leur plaît aux scouts NBA. Mais attention, c'est pas juste une brute. En mêlant puissance et toucher, il est aussi un très bon slasher capable de s'approcher du cercle, mais aussi capable de se créer son shoot en sortie de dribble grâce à un step back efficace. Et ce qui me paraît important, c'est que c'est un gros bosseur. Le mec passe du temps à la salle et il progresse vite. Il a énormément évolué en espoir. Il a maintenant devant lui 2 saisons pour exploser en JP Elite. Ouais, parce que pour l'instant, 5 minutes par match, ça fait pas beaucoup. C'est sûr, mais l'objectif est qu'il prenne ce temps pour polir un peu son jeu. Pour l'instant, Casalan est un peu de l'ordre du diamant brut. Sa mécanique de shoot est critiquable. Il prend pas toujours les bonnes décisions. Et j'avoue que quelques skills supplémentaires balle en main lui feraient pas de mal. Il peut aussi avoir un côté un peu trop introverti sur le parquet. Mais tout ça, c'est des trucs qui doivent se régler avec du travail et de l'expérience. Les franchises NBA le savent. Et Givoni l'annonce comme le 10e choix en 2020. C'est un excellent athlète, pas encore tout à fait NBA ready et qui devrait encore prendre quelques centimètres. Il a tout à prouver, mais s'il continue à bosser dur, son potentiel, aussi bien offensif que défensif, semble énorme. Sa capacité à mettre régulièrement de loin sera peut-être la clé dans sa carrière. Car à terme, c'est sûr, son physique et ses qualités athlétiques pourraient être idéaux au vu du tempo dicté en NBA. Mais avec un shoot, il pourrait typiquement être le joueur à potentiel à qui on confie des responsabilités dans une équipe en reconstruction. Mais il y a encore mieux. En numéro 2, un autre médaillé d'argent au championnat U17 cet été. Théo Malédon. Né en mars 2001, c'est un meneur de jeu d'1m92 qui a toujours eu la
réputation d'être un petit génie. You are destined for greatness. Rentré à l'INSEP avec un an d'avance, il a aussi obtenu un bac S en sautant une classe. Il était également le seul joueur surclassé lors de la victoire au championnat d'Europe U16. Il a fait ses débuts pro à 16 ans à Lasvel et en octobre il a déjà signé un match à 15 points, 4 rebonds et 4 passes en JP Elite. Pour l'instant il joue 15 minutes par match et compile des stats de 3,9 points à 51,7% au tir, dont 30% à 3 points, 1,5 rebonds et 1,4 passes. C'est pas si énorme en termes de chiffres. C'est que le début et ça lui laisse quand même le temps d'impressionner par la justesse de son jeu. Toute cette précocité elle est due à une intelligence phénoménale sur le terrain. Malédon a un QI basket beaucoup plus élevé que la moyenne. Il est capable de gérer le tempo, de lire la défense et d'exceller sur pick and roll. Aucun meneur dans sa catégorie d'âge n'est capable d'être aussi mature dans le jeu sur demi-terrain. Et puis Malédon c'est aussi un passeur génial. Avec sa vision de jeu, il est constamment capable de trouver son coéquipier le plus chaud ou le joueur démarqué sur le terrain. Son éventail de passes est déjà très large. Mais c'est pas juste un meneur organisateur. Il a une bonne taille pour son poste et surtout une très grande envergure. Et ça lui apporte notamment une très grosse présence en défense. En plus de ça, c'est un joueur très coordonné. Il a une bonne mécanique de shoot et il est plein de toucher sur la finition. Et c'est un monstre, le mec est intelligent et en plus il sait tout faire. Ouais, carrément. Mais forcément, il a des petits trucs à travailler encore. Pour commencer, un handling un peu plus développé lui permettrait de se créer de bonnes positions de shoot. Pour l'instant, il est adroit, mais il a besoin de temps et d'espace pour déclencher son tir. Du coup, il pourrait devenir très fort en passant ses skills à un niveau supérieur. Ce qu'on peut lui reprocher aussi, même s'il est en progrès de ce côté-là, c'est son côté un peu trop réservé. Presque effacé parfois. On attend de lui qu'il soit plus vocal, mais aussi plus agressif près du cercle où il provoque encore peu de fautes. Mais le gars est tellement mature, ça se voit qu'il travaille déjà sur ses points faibles. Sa progression récente ne laisse aucun doute de ce côté-là. Et en étant annoncé par Givoni à la 8ème place, il est pour l'instant le français le mieux classé de cette cuvée. Comme je disais, il manque surtout d'expérience au plus haut niveau. Avec le temps, je suis sûr qu'il apprendra à être un leader malgré sa nature calme. Et puis sa science du jeu lui permettra d'être le relais de n'importe quel coach sur le terrain. Rajouter à ça un gros physique, un tir en progrès, une volonté de faire progresser son skill set, et il peut vraiment avoir un rôle intéressant en NBA. S'il continue à s'affirmer, je le vois tout à fait avoir la carrure pour devenir meneur titulaire d'une équipe qui vise le titre en NBA. Et il est deuxième. Le premier c'est qui? C'est LeBron? Peut-être pas non, mais il a le potentiel pour devenir un tout bon. À la première place, c'est l'heure de parler de Sékou Doumbouya. Né en décembre 2000 en Guinée, il mesure 2,05 m et excelle sur les postes 3 et 4. Champion d'Europe U18, il a terminé 3e meilleur scoreur de la compétition en marquant près de 18 points par match. Il a fini dans le meilleur 5 du tournoi et a fait ses débuts professionnels à Poitiers en Pro B à peine 15 ans. Et là-bas, il a brillé, allant même dans un match jusqu'à planter 26 points à 7 sur 7 au tir et 9 sur 9 au lancer franc. Cette saison, il a déménagé à Limoges pour découvrir le niveau supérieur avec l'Eurocup. Au début, il était un peu effacé, mais après une dizaine de matchs, ses progrès sont visibles. En 15 minutes, il tourne pour le moment à 5,5 points, à 46% au tir, dont 21,1% à 3 points. Il prend aussi 2,8 rebonds par match. Face à Berlin, il n'y a pas longtemps, il a fait un excellent passage en marquant 11 points en 11 minutes de jeu. Et ça commence à être très fort. Surtout que le gars a un physique complètement NBA ready. Il a la bonne taille, il est costaud, il est athlétique, il court, il est rapide, il peut conclure malgré le contact, il est très solide. Et sa grosse plus-value, c'est la défense. Déjà, ce qui est flagrant, c'est son énergie et sa volonté d'éteindre son vis-à-vis. Et ce qui est ouf, c'est qu'il peut limite défendre sur les postes 2 à 5 avec ses longs bras. Le plus impressionnant en fait, c'est comment il est capable de remonter le terrain pour coller de gros chase down. Ah, j'adore voir les mecs qui défendent comme ça. Ouais, et il a le mental pour aussi. Ça sent qu'il a cet instinct de tueur en lui. Il n'hésite pas à prendre ses responsabilités en créant son tir après un cross ou en tentant des spin moves ou des fadeaway. C'est un gars qui a de gros objectifs, une énorme confiance et qui a un excellent sens du panier. Mais après, c'est sûr, c'est un diamant à polir lui aussi. Il a commencé le basket il n'y a que 5 ans et ses fondamentaux méritent d'être développés. Il va devoir travailler son footwork pour éviter certaines pertes de balles, améliorer son tir et mieux défendre loin du ballon. En fait, on sent qu'il n'a pas encore assez de science du jeu pour prendre toujours les bonnes décisions. Il doit mieux comprendre les systèmes, les mouvements, les coupes. Ça lui permettra de faire de meilleures passes, plus dans le timing. Mais encore une fois, tout ça, ça s'apprend juste par le travail et l'expérience à haut niveau. Aucun doute qu'il va pouvoir se développer de ce côté-là cette année à Limoges. Et tout le monde en est sûr. Jonathan Givoni l'attend comme numéro 4 à la prochaine draft, ce qui ferait de lui le français le plus haut drafté de l'histoire NBA. En fait, les scouts voit déjà le potentiel monstre que peut avoir Doumbouya en défense. Un défenseur d'élite capable de switcher sur de nombreux postes. Et ça fait de lui un profil très recherché. Comme je le disais, il va devoir prendre de l'expérience, progresser sur les fondamentaux, enchaîner les séances de shoot. Mais c'est ce qui est prévu et ça sent qu'il essaye. Avec Limoges, il refuse pas du tout les tirs de loin. Même si au début il faisait parfois de gros écarts, il a jamais perdu confiance et c'est bon signe. Son potentiel est sans limite et de nombreux éléments semblent réunis pour qu'il l'atteigne. S'il confirme, je pense que Doumbouya peut s'approcher du niveau All-Star en NBA. Et c'est pas pour rien qu'il est annoncé si haut dans la prochaine draft. Voilà pour ce qui est des 6 prochaines stars tricolores en NBA, voilà pour ce qui est de ce deuxième Airball Project. Mais comme d'hab, je vous abandonne pas sans laisser une place à votre rubrique. Et aujourd'hui, je vais à nouveau répondre à l'une de vos questions. Et c'est
Une question de Damon Dixon. Tu me demandes quel joueur je re-signerai aux Celtics l'an prochain, sachant que Irving, Morris, Rozier, Baines seront free agents et qu'Al Horford activera probablement son option pour prolonger. C'est parti pour une réponse en 24 secondes. Pour commencer, ce qui est assez certain, c'est que Kyrie Irving va opt-out. Je pense que sa priorité est de re-signer avec Boston, et ça semble aussi celle des Celtics. Mais après, je vais peut-être te choquer, car parmi les trois autres, je ne re-signerai personne. Baines, Rozier et Morris ne se satisferont sûrement pas du minimum, et selon moi, ils sont remplaçables à moindre coût. Ainge n'a jamais eu peur de chambouler son effectif lorsqu'il flairait un bon coup. Alors un pack composé autour d'un noyau Marcus Smart, Jaylen Brown, des first pick, dans l'idée d'essayer d'aller choper Anthony Davis, ça aurait de la gueule, non? Si comme Damon, vous avez des questions sur la NBA à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je me ferai bien sûr un plaisir d'y répondre dans une prochaine émission. Et pour ne pas manquer ça, le mieux, c'est de s'abonner. Et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Pour le reste de l'actualité, c'est sur Basket Info. Et ce qui serait bien cool, ce serait de continuer à me mettre des pouces bleus pour soutenir votre rubrique. A très vite.